Les croyances entourant la grossesse et le sport sont nombreuses. Cette période si particulière dans la vie d'une femme était et reste encore aujourd'hui soumise à de nombreuses injonctions, comme celle de ne pas pratiquer de sport car une activité physique pourrait compromettre la santé de l'enfant. Ce genre de croyance est tenace, notamment car le fait de réaliser des études sur les femmes enceintes afin de démontrer le contraire pose bien évidemment des problèmes éthiques. Les femmes qui pratiquent une activité durant leur grossesse doivent encore trop souvent faire face à des remarques ou des regards mal placés. Il est pourtant possible, voire même recommandé, de continuer à bouger pour les femmes enceintes. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Douanka Gendreau, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, avec qui nous allons briser quelques fausses croyances et partager des conseils pour les futurs parents et aider les futures mamans à assurer leur retour à une activité sportive en toute sérénité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà des murs, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Douanka Gendreau, bonjour. Bonjour Hugo, Comment ça va? ça va bien? T'as un petit accent étranger, dis-moi, depuis où est-ce que tu me parles? Du Québec, donc du Canada. Génial. Merci beaucoup de prendre du temps pour me parler avec un décalage horaire du coup de 6 heures, c'est ça? Oui, ben en fait, c'est pas trop pire parce que pour moi, la journée commence, donc on est le matin, fait qu'il y a vraiment pas de problème. Je suis Hmm, en forme. hmm. Donc tu me disais, en ce 8 avril, il y a une éclipse solaire qui aura lieu donc à midi. C'est une éclipse totale, c'est ça? Une éclipse totale, mais elle a lieu plus tard cet après-midi, là. La totalité est plus vers comme 3h25 environ, mais le temps que je dîne, que je me rende dans le lieu, que je veux l'observer, voilà. Hmm, Ouais, c'est hmm. une grande journée. Ah bah c'est génial. Et c'est pas un jour férié, j'imagine. Non, c'est un lundi de travail. Comme les autres. Très bien. Et oui, J'ai pris contact avec toi il y a quelques mois parce que tu es une experte, entre autres, de la clinique du coureur pour tout ce qui est muscles pelviens et puis grossesse. Mais tu es également cofondatrice de la clinique PelviLife. Je vais te laisser parler de ton domaine d'expertise parce que j'imagine qu'il n'y a personne d'autre que toi qui en parlera aussi bien. Et puis on enchaînera avec le premier thème. Donc aujourd'hui, ça sera le thème de la grossesse, donc le premier thème qu'on va aborder. Donc je te laisse déjà me parler un peu de ton domaine d'expertise, qui tu es, d'où tu viens, etc. super. Donc, ben, en fait, ben, je suis Douanka Gendreau, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale depuis plus que 10 ans déjà, ça va vite. Je travaille avec les femmes, les enfants et les hommes qui ont des troubles de la santé pelvienne. Donc, je travaille dans une clinique qui est située sur la rive sud de Montréal. Puis, avec ma collègue, on a fondé en 2018 PelviLife, donc qui est vraiment une entreprise qui offre des programmes en ligne pour le plancher pelvien. Donc, autant pour la rééducation durant la grossesse, la rééducation en postnatal. On a des programmes pour soutenir l'apprentissage de la propreté pour les enfants, les troubles pelviens pour les enfants, les douleurs sexuelles, les douleurs chroniques, etc. On couvre vraiment comme plusieurs troubles de la santé pelvienne via nos programmes en ligne. On a aussi beaucoup avec PelviLife du contenu gratuit, donc via un blog, une chaîne YouTube qui va être de plus en plus garnie cette année en 2024. Puis, sinon, je suis également enseignante pour la clinique du coureur depuis aussi 2018. Je suis derrière le cours de la course au féminin, donc qui est un cours
où on aborde vraiment la course à pied en lien avec la femme tout au long du cycle de sa vie. Mais maintenant, on est rendu vraiment une grande équipe à l'international. Donc, je suis assez fière de ça parce qu'initialement, on était très peu dans ce cours-là. Puis là, on est rendu une grande équipe pour travailler ce domaine tant important, dans le fond, de la santé de la femme en lien avec le sport et la course à pied. Hmm. Donc, c'est pas mal ça, mon background. Fait que j'ai beaucoup une expertise en périnatalité, en course à pied aussi via la clinique du coureur. Donc, voilà. Ce qui est curieux et très intéressant dans l'introduction dont tu parlais, c'est que tu parlais de tout ce qui est plancher pelvien, donc qui touchait les femmes. Ça autant c'est une évidence pour l'homme que je suis, je dirais, sans vouloir rentrer dans les histoires de genre, mais ça concerne également les hommes et les enfants. Oui, oui. En fait, ça concerne la santé pelvienne. Dans le fond, concerne tous les gens qui ont un plancher pelvien. Donc, ça veut dire tous les humains de la Terre. Mm. Parce qu'on est avec notre musculature du plancher pelvien. Puis, on peut avoir différents problèmes au fur et à mesure de la vie qui font en sorte qu'on peut avoir des symptômes. Donc, en fait, peu importe de quel genre on est, on peut avoir des problèmes. Puis, j'ai même commencé depuis plus récemment à faire de la santé trans. Mhm. Donc, des gens qui ont eu recours à des chirurgies ou qui ont une identité de genre différente, on peut les suivre également. Donc, c'est vraiment tout le monde qui a un plancher pelvien peut avoir besoin de guides pour prendre soin de sa santé pelvienne. Mhm. Il y a également un point très intéressant qui m'a attiré justement sur ton profil, c'est le fait que tu accompagnes les jeunes mamans, ou en tout cas les femmes qui sont enceintes, et puis qui découvrent qu'elles sont enceintes, et puis un de vos motos, en tout cas un de vos mots d'ordre, j'ai l'impression, c'est l'importance de la santé pelvienne, y compris quand les femmes elles sont enceintes, et sur tout le cycle où elles sont enceintes. Et quand on discutait justement avant, tu disais on devrait rajouter dans les questionnaires de santé, fumez-vous, vous droguez-vous, et si vous faites pas de sport, bah, il faudrait déjà commencer. C'est vraiment important à ce point-là, justement, de prendre soin de sa santé pelvienne. Mais en fait, c'est sûr que, tu sais, si on parle d'exercice de santé pelvienne, la grossesse, c'est un super moment pour commencer à s'y intéresser. Tu sais, déjà, c'est sûr que si on parle d'exercice des muscles du plancher pelvien, déjà pour moi, c'est pas nécessairement une activité physique. Là, on s'entend que ça va pas venir d'une forme de musculation très isolée, par exemple, mais ça va pas être comme faire un exercice cardio. Fait qu'on pourrait aborder peut-être le volet sport un peu après. Mais si on pense vraiment comme à la rééducation du plancher pelvien, plus on s'y intéresse durant la grossesse, bien, plus ça va aussi, ça peut favoriser, puis dans les études démontrent que ça va avoir tendance à favoriser quand même la récupération postnatale, puis le fait qu'il n'y aura pas nécessairement une persistance des symptômes d'incontinence urinaire, par exemple, après la naissance. Donc, c'est vraiment un super moment où on veut venir faire du renforcement. Puis quand on parle de renforcement, on parle pas nécessairement juste de contracter les muscles puis de renforcer, contracter. On parle vraiment de un peu comme si on fait n'importe quel exercice de renforcement. Si je fais un squat, ben je vais descendre puis je vais remonter. Donc, je vais avoir une amplitude où je vais aller chercher un mouvement puis je vais revenir de ce mouvement-là. Fait que le plancher pelvien, même si c'est une plus petite région, on parle de peut-être millimètres de mouvement. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une excursion, une amplitude complète où on va venir apprendre à oui contracter et oui relâcher. Puis c'est ça aussi qui va aider durant la grossesse. Donc, on va renforcer les muscles parce que les muscles vont être moins efficients durant la grossesse à cause des changements posturaux, des changements respiratoires, les changements hormonaux, évidemment, on s'entend. Puis aussi, simplement la surcharge. Donc, le bébé qui est au niveau de l'abdomen va faire une surcharge au niveau du plancher pelvien. Fait qu'on se retrouve avec des muscles qui sont moins efficients. Donc, on veut renforcer pour essayer de pallier un petit peu à ce manque d'efficacité-là. Mais on veut aussi que tranquillement, la femme apprenne à avoir une proprioception de son plancher pelvien, donc qu'elle soit capable de dire « Ah, ben en ce moment, mes muscles qui sont contractés ou mes muscles qui sont relâchés », pour qu'elle soit en mesure, rendue à la fin de l'accouchement, à la fin de la grossesse, donc au moment de l'accouchement, qu'elle soit plus en mesure de sentir et que quand elle pousse, bien, qu'elle s'assure qu'elle pousse avec un relâchement de son plancher pelvien. Fait que c'est vraiment, ça l'amène à justement un des fameux mythes
qui dit qu'il ne faut pas faire de renforcement du plancher pelvien durant la grossesse parce que ça va augmenter les chances d'avoir des déchirures ou recours à l'épisiotomie. Mais c'est complètement faux parce que si on pense à un exercice de renforcement ou un exercice des muscles du plancher pelvien, ça va comprendre une phase de contraction et une phase de relâchement. Parce qu'on va contracter quelques secondes, on va relâcher quelques secondes, on va faire des répétitions, des séries, par exemple. Donc, ça va aider la femme à avoir un meilleur contrôle de cette région-là et ça va l'aider à prendre conscience de la région du périnée que peut-être elle avait pas, si elle n'avait pas eu de problème dans le passé, de fuite ou de douleur sexuelle, mais qu'elle s'est peut-être jamais intéressée à cette région-là. Fait au contraire, ça va beaucoup aider dans la préparation à la naissance. Donc il y a réellement un phénomène qui va concerner toutes les femmes, je dirais, dans la majorité, donc quand elles sont enceintes, cette importance de la préparation de l'accouchement, le fait de muscler le plancher pelvien, c'est vraiment s'offrir les meilleures chances d'avoir un accouchement par voie basse ou pas forcément? C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent, tu sais, par exemple, si je pense au fait que il faut que le bébé soit bien positionné aussi. Donc oui, on veut un bassin qui est souple. Donc, on peut faire des exercices de mobilité du bassin en fin de grossesse. Évidemment, on va aller ajouter des exercices d'assouplissement du périnée pour essayer d'amener une souplesse au niveau des muscles du plancher pelvien puis de la région. Mais outre ça, donc on a fait, par exemple, généralement, on fait du renforcement. Quand je parle renforcement, c'est bien évidemment l'exercice de contracter et relâcher. Donc, c'est vraiment l'ensemble. On peut travailler la respiration également. Donc, on peut commencer ça aussitôt que la survenue de symptômes. Donc, si la femme, elle a des fuites urinaires durant aussitôt que 16 semaines de grossesse, on peut déjà commencer à ce moment-là les exercices pour soulager ces symptômes de fuite ou soulager ces symptômes de douleur. Des femmes, durant la grossesse, ont beaucoup de douleurs au dos, au bassin, mais de renforcer, il y a d'autres choses évidemment à faire, mais de renforcer les muscles du plancher pelvien peut être une solution aussi. Même chose pour les douleurs au pubis, mais pour essayer de venir calmer ces douleurs-là. Donc ça va beaucoup aider. Puis, s'il n'y a pas de symptômes précis, on peut commencer juste en prévention à partir de la 20e semaine. Donc, on est dans pas mal le milieu du deuxième trimestre. Puis, généralement, on dit qu'autour de la 34e semaine, on peut ralentir un peu les exercices de renforcement, puis donner un peu plus d'importance à la préparation, autant physique que psychologique de la naissance. Donc, justement, comme je disais tantôt, on est un peu plus dans étirements, exercices globaux de la mobilité du bassin. On commence à penser aux positions, les techniques de poussée, etc., pour vraiment bien préparer la naissance. Mais on peut quand même à ce moment-là, continuer un peu ici et là, quand même des contractions, relâchements. Là, c'est pas quelque chose qui est contre-indiqué du tout. Mais oui, c'est sûr que cette préparation-là augmente d'une certaine façon, un peu comme avoir recours à une doula. Je sais pas si c'est le même terme en Europe, mais une accompagnante à la naissance là, qui est pas une sage-femme ou pas la gynécologue ou le médecin qui va accoucher, mais qui est vraiment quelqu'un qui va faire des cours de préparation à la naissance et qui peut même être présente à l'accouchement. Ça, c'est démontré que tout ça peut aider à ce que l'accouchement se déroule mieux. Mais c'est sûr que c'est pas le seul facteur. T'sais, si par exemple le bébé est placé en siège, ben on sait que ça va être un accouchement qui va se dérouler de façon un petit peu plus difficile. Ou si le bébé est occipito-postérieur, donc qui est dans une position où, dans le fond, sa tête regarde pas dans la bonne direction, c'est des choses qui peuvent quand même faire en sorte que même si on a fait la meilleure préparation possible, tout ne se passe pas nécessairement toujours comme prévu durant la naissance. Fait qu'il y a des facteurs qui sont pas nécessairement contrôlables et qui vont arriver malheureusement durant l'accouchement. Mais je pense quand même que plus on est préparé, puis un peu aussi comme ça amène la thématique du sport, mais plus on reste active durant la grossesse et qu'on est en forme durant la grossesse, ben plus il y a de chances que le corps soit prêt à accomplir quelque chose d'aussi intense qu'un accouchement, parce qu'on peut se le dire, un accouchement, c'est un peu comme
un genre de marathon, là. C'est super intense pour le corps, tu sais, c'est exigeant physiquement, c'est très, très intense. Oui, les hormones sont là pour soutenir ce moment-là, mais c'est très exigeant pour le corps. Moi, je me rappelle, j'ai deux petits garçons, donc j'ai accouché 2 fois par voie basse, puis tu sais, le lendemain de l'accouchement, là, on a l'impression qu'un tracteur nous a passé dessus parce que comme tous nos muscles sont endoloris, pourtant on le sent pas pendant l'accouchement à cause des hormones, mais le lendemain, là, notre corps est en rémission. Fait que c'est super intense. Puis, bon, mon histoire personnelle fait que je suis en mesure de pouvoir vraiment... Je suis un bel exemple de pourquoi c'est si important d'être active durant la grossesse, mais j'ai eu une première grossesse qui était plutôt difficile, là. J'ai été alitée, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai eu beaucoup de saignements. Tu sais, j'avais vraiment une grossesse à risque. On a eu peur pour la survie du bébé toute la grossesse. Fait que je suis arrivée, finalement, j'ai accouché à 37 semaines, 6 jours. Fait que je me suis rendue à terme. Par contre, j'étais tellement déconditionnée, là. J'avais de la misère, j'étais pas capable de tenir des positions, j'étais pas capable de pousser, j'avais aucune force. Fait que mon accouchement a été pas si facile. Euh, j'ai poussé pendant un bon 2 heures et demie, 3 heures. Pour un premier bébé, tu sais, quand on parle de 2 heures et demie, 3 heures pour une poussée, ça peut être dans les facteurs de risque pour avoir des séquelles au plancher pelvien, ce que j'ai eu aussi. Puis une deuxième naissance où j'ai pu rester en forme durant la grossesse, donc j'ai pas eu de problématiques où j'ai dû restreindre mes activités, donc j'ai pu continuer à faire du sport. Puis rendue à l'accouchement, j'ai été capable de maintenir les positions, j'avais de la force pour pousser, puis ça a été une naissance qui, oui, c'est sûr que c'est une deuxième naissance par voie basse, fait que de façon générale, ça se passe mieux parce que le chemin est fait, un peu comme on peut dire, mais c'était quand même beaucoup plus facile parce que je me sentais plus en forme physiquement. Fait qu'il y a vraiment une partie que c'est tellement un beau moment pour les femmes qui sont actives de continuer à être actives et les femmes qui sont plutôt sédentaires de se mettre à être actives pour justement se préparer un peu tranquillement. Et ça fait une belle analogie avec la course à pied, mais se préparer à l'événement marathonien qui est l'accouchement. Fait que c'est super, c'est tellement important, tellement important. T'as parlé de deux éléments qui résonnent dans ma tête. J'ai également eu 2 enfants. J'ai la chance d'avoir 2 beaux enfants plein d'énergie. Les deux sont nés par césarienne. C'est la vie. OK, oui. Au niveau de la préparation, c'est vraiment quelque chose qui résonne. C'est un des éléments qui résonne. Et également au niveau de la douleur. Alors, je ne sais pas si les deux sont liés, mais en tout cas, en tant qu'homme, déjà, quand notre compagne elle est enceinte, on se sent comme spectateur, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui change chez nous, mais on voit l'être aimé qui change beaucoup, et on a l'impression que c'est une crampe ambulante. On a l'impression qu'elle a mal partout. Et là, j'en viens à la partie préparation. D'après toi, dans quelle mesure est-ce que la préparation et ton retour d'expérience, justement, sur tes 2 grossesses, pourrait influer sur la prévention, sur les éventuelles douleurs que les femmes peuvent ressentir quand elles sont enceintes? Mais je pense que la préparation peut être très, 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 très vaste, Mhm. dans le sens que je pense que, tu sais, en physiothérapie, c'est sûr qu'on est très fort sur toute la préparation physique, mais de plus en plus, j'accorde une importance à comme un peu ouvrir la discussion aussi sur la préparation mentale. Tu sais, la gestion de la douleur, c'est extrêmement c'est difficile pour le corps, mais il y a aussi un peu un, un aspect mental. Tu sais, moi, je suis pas une coureuse de longue distance, là, mais bon, via la clinique du coureur, c'est certain que je suis en contact avec beaucoup de coureurs de longue distance, d'ultramarathoniens, de trailers vraiment de longue distance, etc. Puis, tu sais, dans les discussions, c'est le dépassement de soi, c'est d'endurer des symptômes qui peuvent être, tu sais, difficiles, mais fait qu'il y a une partie qui est mentale aussi. Fait que je pense que c'est important aussi de se questionner sur notre propre tolérance à la douleur, sur la péridurale, par exemple, ça demeure une option, mais c'est pas une obligation. À quel moment, par exemple, on veut la prendre aussi? Tu sais, est-ce qu'on se connaît bien puis on le sait qu'on tolère tellement mal la douleur que on va se donner le droit de la prendre peut-être plus rapidement? Mais c'est des questionnements qui valent la peine de se poser pour être prêt aussi. Puis
si on se dit, ah ben moi, je veux pas l'épidurale dans un monde idéal, encore là, ça dépend comment l'accouchement se passe, mais est-ce qu'on a des outils pour essayer de gérer cette douleur-là? Donc, est-ce qu'on sait un peu quel genre de position on peut prendre, quel genre de respiration? Est-ce que notre conjoint peut nous aider là-dedans? Parce que pour l'avoir vécu, dans le fond, j'ai eu la chance de faire 2 naissances par voie basse sans péridurale. Euh, Puis, si j'avais une accompagnante à la naissance aussi, ce qui est, on dirait que dans ma tête, je me dis toujours, si elle n'avait pas été là, j'aurais pas pu accoucher. Je sais bien que c'est faux, mais on dirait que ça me donnait l'impression d'avoir c'est ça, quelqu'un qui était là pour justement nous amener la femme à se détendre, respirer, laisser passer la contraction, etc. Fait qu'il y a vraiment un côté, oui, physique, être en forme. Donc, avoir préparé le périnée, avoir gardé un niveau d'activité physique important pour que le corps soit physiquement fort et prêt. Mais il y a toute une partie qui est aussi une espèce de préparation, comme plus que j'appelle mentale, puis de se fournir des outils, mais qu'au moment de l'accouchement, ça prend quelqu'un, une accompagnante ou le partenaire, la partenaire pour ramener à respirer, ramener à passer les contractions, ramener à changer de position, etc., pour aider à passer à travers ce moment-là. Je pense que toutes les étapes sont un peu importantes, puis de se donner le droit aussi que, malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme on le veut. Je sais pas dans le cas de ta conjointe si c'était des césariennes qui ont été planifiées ou si c'était un peu d'urgence, donc il y a eu une tentative de par voie basse, finalement le col dilatait pas ou position du bébé ou arrêt de la progression du travail, etc. Mais tu sais, il peut avoir certaines choses. On veut toujours avoir, oui, une image de peut-être comment on aimerait que ça se passe, puis s'y être préparé mentalement, mais on veut aussi être flexible de tout ce qui peut arriver durant la naissance. Puis, dans le fond, c'est ça, de se laisser guider aussi dans certaines situations où il peut nécessiter un peu plus des soins d'urgence, autant pour la maman que le bébé. Puis que là, ben, c'est vraiment l'équipe médicale qui prend le relais, là, parce que on est plus dans le volet urgence à ce moment-là. Mhm, mhm. Ouais, t'as totalement raison. C'est vrai que la partie préparation mentale, c'est peut-être quelque chose qui est sous-évalué parce que tout le monde a une idée précise, j'imagine, de comment ça va se passer, l'accouchement, etc. On va peut-être pousser 2, 3 fois, l'enfant il sera un peu sale et puis on va le poser contre nous. Alors après, c'est la télévision qui renvoie ce genre d'image-là. On imagine Oui. toujours le fait de tenir son enfant, mais c'est vrai que on n'imagine pas les différents scénarios qui peuvent nous amener à quand même avoir notre enfant sur nous, parce qu'il peut y avoir effectivement la voix basse, comme tu as eu la chance, et puis il y a des personnes qui ont des césariennes. Alors, il y a des fois par choix, mais des fois il y a des gens pour qui c'est par nécessité. Donc nous, dans notre cas, c'était Mhm. le col qui se dilatait pas suffisamment, donc au bout d'un moment, Ouais. il a fallu prendre une décision et on se retrouve justement Mhm. dans le fameux cas de figure où toi tu disais c'est le corps médical qui prend le dessus sur l'affaire et de nouveau le papa ou le conjoint il est à nouveau entre guillemets spectateur donc parce que lui la seule chose qu'il puisse faire c'est être là présent justement pour accompagner la maman pour la rassurer etc parce que c'est vrai qu'il y a une certaine culpabilité pour les femmes qui n'arrivent pas à accoucher par voie basse parce qu'elles se disent qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui cloche chez moi. Donc est-ce que c'est parce qu'elles se sont mal préparées ou est-ce que c'est juste parce que c'est pas fait pour elles? Je pense pas que c'est- dans un monde idéal, on veut que tout le monde s'y prépare, mais tu sais, il y a plein d'endroits dans le monde. Moi, j'ai fait j'ai j'ai eu la chance de faire une mission de coopération internationale au Sénégal en rééducation périnéale. J'ai été enseignée à des sages-femmes. Puis, tu sais, ils n'ont pas accès, par exemple, les femmes qui accouchent là-bas, aux mêmes modalités que nous, au même confort que nous, à la même préparation que nous. Puis ces femmes-là, ils accouchent dans des situations qui sont parfois complètement catastrophiques, mais ils accouchent quand même. Fait que je pense qu'il faut aussi faire confiance au corps, que le corps est capable de le faire, que tu sais, le corps de la femme est comme fait pour ça. On est chanceux parce que dans les pays industrialisés, on a accès à des solutions si ça se passe pas bien par voie basse. On a accès à la césarienne facilement, on a accès à de l'instrumentation, etc., des méthodes pour provoquer. Fait que ça demeure quand même pertinent, mais je pense pas qu'on peut dire, parce que c'est tellement dans la maternité, en fait, dans
la conception, essayer de tomber enceinte, dans porter l'enfant, dans accoucher, dans devenir maman, c'est tellement facile de se sentir coupable pour tout. Moi, je suis une spécialiste de la culpabilité. Je me sens coupable tout le temps. Mais en fait, je pense que c'est beaucoup, beaucoup de mamans et de femmes. Fait que je pense pas... Je pense que dans un monde idéal, on voudrait que toutes les femmes de la Terre puissent avoir accès à du soutien pour se préparer des meilleures façons possibles. Mais je serais pas prête à dire que le fait de pas s'être préparée, parce que je pense que chaque femme fait du mieux qu'elle peut, fait en sorte que ça va faire en sorte que, tu sais, qu'elle pourra pas y arriver. Tu sais, je pense qu'il y a une partie qu'il faut aussi revenir à se faire confiance, puis c'est juste une anxiété très, très élevée durant l'accouchement. Tu sais, je pense pas qu'on peut dire que c'est sûr que ça empêche la dilatation du col, mais ça va pas aider le corps à bien se détendre puis la dilatation à bien se passer. Fait que je pense qu'il faut aussi revenir à qu'on est capable, que l'utérus en soi a des poussées expulsatoires qui sont tellement puissantes que même si on pousse pas, c'est comme tel, l'utérus devrait arriver. Mais dans certains cas, justement, un col qui dilate pas ou un utérus qui s'est fatigué parce que ça fait 24 heures qu'il est en travail, puis là, il est fatigué, puis là, ben, le travail perd de son efficacité. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que c'est difficile à dire dans le sens que je pense que oui, plus on est préparé comme n'importe quoi, tu sais, faire un marathon de course, de vraies courses, ben il y a des gens qui, sans aucune préparation, peuvent y arriver. Puis il y a des gens que ça leur prend plus de préparation, il y en a que ça en prend moins. C'est vraiment variable, mais je pense qu'on met clairement toutes les chances de notre côté si on s'y prépare bien. On peut se dire comme ça, mais ça veut pas dire que de ne pas s'être préparé parfaitement fait en sorte que ça se passera pas bien non plus. Et c'est vraiment faut comme faire confiance à notre corps aussi dans tout ça. Mais c'est sûr que plus on est bien accompagné, ben disons qu'on peut se dire qu'on met les chances de notre côté. Je suis très content que ça soit sorti de ta bouche, ce genre de propos-là. Comme ça, je pourrais rassurer ma femme en lui disant, tu vois, t'as rien fait de faux. Parce que ce sentiment de culpabilité, pardon, il peut être parfois ressenti de manière très très forte. Surtout quand tu vois peut-être 2 enfants et puis la deuxième fois ça marche pas. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent quand même passablement travailler les femmes. Et puis c'est vrai que pour les papas qui écouteront également cet épisode de podcast là, c'est vrai que on a un rôle, je dirais, qui est toujours hyper facile parce qu'on n'a pas les douleurs, on est un peu là, le coach, alors le cliché qui va essuyer le front de la femme qui transpire, mais nous, notre rôle, il est également important parce que finalement, on est là pour s'assurer que l'horloge, elle continue de tourner, et puis quand la femme, elle se dit peut-être qu'elle va pas y arriver, bon, nous, on est quand même là, on les rassure, c'est par des petits mots, des petits gestes qui font que on les accompagne. Alors c'est vrai que sur le moment on se sent inutile, mais quand on y repense après coup, on se dit ah ouais, c'est vrai, à ce moment-là, le petit geste, la petite caresse qui aide. Alors ça fait pas tout, mais on a aussi un rôle à jouer à ce niveau-là. Avant, oui, pardon. Oui, non, vas-y. Mais oui, je pense que clairement, c'est la chance d'être accompagné aussi lors de l'accouchement, tu sais, par le ou la ou les personnes qu'on désire, ça vient quand même beaucoup aider, là. J'ai vu des femmes au Sénégal accoucher, ils sont tombées en travail, ils ont marché jusqu'à la maison de naissance, ils étaient seuls, ils ont accouché sur quasiment une planche de bois. Tu sais, c'est des contextes où on est quand même privilégié d'avoir accès à tout le soutien qu'on peut avoir, puis de pouvoir bien se préparer, puis de pouvoir... c'est ça, voilà. Si on analyse et on décortique les différentes phases de la grossesse, alors pour celles et ceux qui écouteront cet épisode de podcast, ils pourront les regarder sur la chaîne YouTube Pelvi Live, où tu as réalisé une série de 6 capsules, je crois, sauf erreur, pendant ta deuxième grossesse, durant lesquelles tu expliquais les différentes phases dans lesquelles tu te trouvais. Et puis, si on devait justement analyser chacune de ces phases-là, au niveau de l'activité, est-ce que tu pourrais nous indiquer quelles seraient les activités ou peut-être les exercices qui seraient les mieux appropriés? Donc, plus par rapport à la grossesse, donc l'activité physique, plus spécifiquement? Oui, on a parlé Oui, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est sûr que
il y a tellement de croyances comme quoi l'activité physique, mais c'est quand même beaucoup en amélioration, en tout cas du moins au Québec. Je pense qu'en Europe aussi, là, parce que j'ai quand même beaucoup de contacts en Europe avec la clinique du coureur. Mais on sait maintenant que c'est important pour la femme enceinte de rester active durant la grossesse. Notamment, je parlais du fait que ça pouvait euh, faciliter d'une certaine façon le déroulement de l'accouchement. Ça facilite la récupération après l'accouchement. Ça facilite le retour à l'activité physique après aussi. Parce que si on a été sédentaire, par exemple, durant toute notre grossesse, ben, c'est certain qu'après aussi, ça va être difficile de se remettre en activité. Donc, on sait que les recommandations générales sont les mêmes que pour la population générale. Donc, c'est vraiment de faire de l'activité physique à intensité modérée ou plus, à raison de 150 minutes par semaine. Donc, ça peut être, par exemple, 5 fois 30 minutes. Euh, et que, dans le fond, on encourage de continuer un sport qui était déjà pratiqué avant. Donc, si par exemple, la femme était une coureuse, ben, il n'y a pas de problème si elle se sent confortable, qu'elle peut continuer à courir et ça jusqu'au moment où elle juge que c'est adéquat. Euh, Puis, c'est vraiment, tu sais, sinon, il y en a qui vont s'adonner à plus des entraînements fonctionnels, fait que cardio, mais plus avec des vidéos d'entraînement. On veut aussi inclure de la musculation, idéalement 2 fois semaine également. Fait que c'est vraiment les mêmes recommandations. Puis, c'est vraiment prouvé là, que l'entraînement durant la grossesse ne va pas mener à plus de chances de fausse couche, plus de chances de prématurité, plus de chances de déchirure pour l'accouchement, plus de chances de recours à la césarienne ou à l'épisiotomie. C'est vraiment des choses qui sont des mythes, des croyances populaires. Donc, le fait de s'entraîner va pas non plus générer des muscles de planche pelvienne qui vont être hyper toniques et donc qui va mener à plus de de déchirure. Donc, c'est vraiment une croyance populaire. Puis, on veut vraiment pour toutes les femmes qui ont une grossesse sans complications, donc qui n'ont pas, par exemple, comme moi, ma première grossesse, j'ai fait 2 événements de décollement placentaire, puis j'étais en saignement durant toute ma grossesse. Donc, j'étais restreinte dans mes activités. Donc, non, j'aurais pas pu courir, par exemple. Mais pour toute grossesse non compliquée, on veut maintenir un bon niveau d'activité. Et les femmes qui sont plutôt sédentaires, on veut les mettre en activation aussi. Des fois, la difficulté quand on parle justement par trimestre, c'est qu'au premier trimestre, il y a beaucoup de femmes qui ont des nausées. Il y en a qui vomissent. Il y en a qui ont des fatigues très, très importantes. Fait que c'est parfois là que c'est dangereux. C'est que même il y a des femmes qui étaient super actives et qui vont ralentir un petit peu à ce moment-là parce que c'est juste impossible pour le corps de pouvoir continuer. Puis les femmes qui sont sédentaires, ben ils continuent à être sédentaires parce que clairement, c'est un trimestre qui est comme difficile. Fait qu'il faut, dès que l'énergie revient, dès que les nausées diminuent, la femme qui était active, qu'elle se remette à s'activer, puis la femme qui est sédentaire, qu'on l'encourage à pouvoir s'activer pour avoir idéalement une fin de premier trimestre, un deuxième trimestre qui se passe en étant très active. Puis là, quand on arrive au troisième trimestre, donc souvent passer le 30 semaines, le 32 semaines, eh ben là, l'abdomen est plus proéminent. Ça peut être un petit peu plus difficile de s'adonner à des sports. Il y a des coureuses qui vont préférer comme mettre la course de côté puis peut-être s'adonner à une autre activité. Mais juste de marcher aussi, tu sais, marcher à un bon rythme. En fin de grossesse, ça peut être une activité qui peut faire augmenter quand même un petit peu le rythme cardiaque. Mais c'est sûr que oui, en fonction de chaque trimestre, on va comme beaucoup adapter comment on fait notre sport. Mais il n'y a pas de contre-indication à continuer la majorité des sports qui étaient pratiqués avant, à continuer la course à pied, c'est pas un problème non plus. Les sports qu'on voudrait éviter, c'est vraiment les sports qui sont plus à risque de chute ou de trauma au niveau de l'abdomen. Fait que c'est sûr que si on pense à tous les sports de contact, ou par exemple du vélo de montagne, où la femme pourrait être comme propulsée de son vélo, recevoir le guidon dans l'abdomen, des choses comme ça. Fait qu'on veut juste éviter les sports où il pourrait avoir des risques de chute importants ou de traumatisme au niveau de l'abdomen pour pas que ça mène à justement un décollement placentaire qui serait traumatique, par exemple. Et puis, tu parlais également donc des croyances populaires
en ce qui concerne les femmes quand elles sont enceintes, alors forcément, la pratique du sport, quand on est enceinte, j'imagine que c'est une des plus courantes. Quelles seraient les autres croyances populaires contre lesquelles tu dois te combattre avec le plus de véhémence au quotidien? Mais c'est beaucoup par rapport à l'activité physique, puis c'est beaucoup par rapport au plancher pelvien. Tu sais, je pense que vu mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui entoure et le sport de remettre la femme un peu plus active, ou parfois aussi c'est le médecin voulant bien faire ou étant pas nécessairement parfaitement à jour avec les connaissances actuelles, va dire, ah, ben, tu sais, arrête de courir, c'est dangereux durant la grossesse, mais ça, c'est pas soutenu par rien au niveau de la littérature, mais ça peut générer une anxiété chez la femme qui va restreindre ses activités à cause de ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de bien expliquer, de bien renseigner, de mettre à jour, puis d'expliquer un peu qu'est-ce qui relève des croyances, qu'est-ce qui relève des mythes, puis qu'est-ce qui relève de vraiment les faits, les vrais faits, dans le fond, la vraie littérature. Puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup l'activité physique, puis tout ce qui est planche pelvien, comme je parlais un petit peu tantôt. Donc, le fait que de renforcer va augmenter les chances que l'accouchement se passe plus difficilement, puis des choses comme ça. Mm. Hmm. Après, c'est peut-être aussi un peu lié au fait que les recherches scientifiques sur les femmes enceintes, d'ailleurs j'ai écouté un article là-dessus, je lisais un article là-dessus, c'était que la recherche scientifique sur les femmes enceintes au niveau éthique, c'est pas extraordinaire non plus. Donc c'est vrai que peut-être par mesure de Mais précaution, oui, on va se dire, bah c'est peut-être dangereux du coup, vu qu'on n'est pas sûr, fais pas. Mais il mais oui, tout à semblerait que fait, parce que l'évidence montre. Ouais. ils vont faire des études rétrospectives parce qu'ils Mhm. peuvent pas dire, hey, on va faire quelque chose qu'on sait pas si c'est dangereux. Mhm. Puis peut-être que certaines femmes vont perdre leur bébé, tu sais, ça fait aucun sens, on s'entend. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est clair que il faut que, si on veut être sécuritaire pour la femme enceinte. Donc, en cas de doute, moi, je pense toujours qu'on s'abstient. Mais il y a des études rétrospectives qui vont quand même démontrer que, entre autres, la course à pied, vu qu'on en parle, tu sais, il y a vraiment aucun problème. Puis ce qui arrive, c'est que souvent, les femmes vont naturellement avoir tendance à soit réduire leur vitesse, soit réduire leur volume, soit commencer à faire du fractionné, ou vont alterner marche-course. Ils vont peut-être courir un peu moins fréquemment, puis ils vont faire une activité de transfert dans un autre sport. Fait que naturellement, la femme qui est une coureuse, qui continue enceinte, va avoir tendance à réduire puis s'adapter jusqu'au moment où elle va se dire, puis il y en a que c'est à 20 semaines, il y en a que c'est à 28, il y en a que c'est à 34. J'ai des femmes enceintes qui courent jusqu'à la veille de leur accouchement. Fait que c'est de respecter le corps. Puis, tu sais, il y a autant des femmes qui ont besoin de se faire activer pour faire de l'activité physique durant la grossesse. Puis, j'ai quelques patientes, c'est moins fréquent, mais qui ont comme besoin aussi de se faire ralentir. Tu sais, j'avais une patiente qui faisait du CrossFit, était très, très active, puis était enceinte, passé son troisième trimestre. Puis, elle avait des douleurs au pubis très, très, très importantes. Puis quand elle faisait ses entraînements, elle avait une douleur au pubis qui dépassait 10 sur 10. Là, pour moi, ça, c'est pas, qu'elle soit enceinte ou pas, pour moi, c'est pas acceptable que dans un entraînement, on ait une douleur aussi violente dans une région du corps. Mhm. Fait qu'elle, j'ai comme dû essayer de travailler avec elle bon, elle a quand même continué à s'entraîner, mais il y a certains mouvements qu'on évitait, qui allaient plus solliciter ses douleurs à la symphyse, puis on a adapté parce que ça faisait, mais dans le fond, c'était pas tant le fait qu'elle était enceinte que le fait qu'on s'entraîne pas avec une douleur à 10 sur 10 pendant un entraînement de 30 minutes. Tu sais, c'est aussi simple que ça, dans le fond. Mm. Et toi, tu disais que tu as dû la freiner. Ça, c'est typiquement alors un des rôles que j'imagine du conjoint, du compagnon, de la compagne, etc. Euh, Qu'est-ce que nous, alors je dis nous, les conjoints, qu'est-ce que nous on peut faire dans ces phases de grossesse justement pour accompagner au mieux la femme enceinte, donc notre compagne, jusqu'à la naissance, dans la partie maintien de l'activité, dans la partie peut-être soulagement des douleurs, ou dans la partie justement modération. Quelles seraient les quelques clés que tu pourrais donner justement au futur papa en devenir? Et je pense que là où la partenaire va être un super euh, atout,
si on peut dire, super atout pour aider la femme à se mettre à être active si elle a tendance à être un petit peu plus sédentaire. Fait que justement, que ça soit aussi simplement que aller prendre une marche soutenue de 30 minutes à tous les jours ou de faire des petits exercices de musculation, etc. Fait que ça peut devenir, si c'est fait en couple, par exemple, ça peut devenir un beau moment. Mais ça peut être aussi la partenaire peut être ça peut être super pertinent aussi d'amener la femme qui est enceinte à respecter quand même comment elle se sent. Il y a des nuits qu'on dort moins bien, fait que peut-être que cette journée-là, il faut pousser un peu moins, ou si on a plus de douleur, c'est pas nécessaire de se mettre à être alité, puis de plus bouger, puis de se faire servir, mais c'est juste de dire, OK, tu sais, aujourd'hui, tu es un peu plus fatigué, on va faire ça à la place, ça va être plus tranquille, puis demain ou dans 2 jours, là, on pourra faire notre entraînement plus soutenu. Fait qu'aussi d'amener à la femme à se donner le droit d'adapter selon comment elle se sent, parce qu'elle est quand même en train de construire un ou plusieurs, disons-le, petits humains dans sa bédaine. Puis évidemment, tout ce qui est la préparation plus à la naissance, à l'accouchement, vers la fin, évidemment, ça va aider beaucoup pour tout préparer la naissance, là. Donc, autant quand on parlait de préparation physique que mentale, je pense que si le partenaire peut être présent pour ça, pour aider la femme par exemple, il y a des partenaires qui vont faire les étirements du périnée. Si le partenaire est là dans les cours de préparation à la naissance pour savoir comment guider sa conjointe durant la naissance, autant en termes de position, de technique de poussée, de respiration, etc., c'est sûr que ça va aider. Et je pense que ça peut être autant quelqu'un qui va aider à s'activer, aider à ralentir, aider à adapter tout au long de la grossesse en fonction des besoins, puis de donner le droit à la femme de s'écouter, mais aussi, dans certains cas, ça prend un petit push pour s'activer un peu plus. Puis des fois, ça prend quelqu'un qui nous ralentit un petit peu si on est en train de ne pas respecter notre limite, finalement. Si je synthétise les différents éléments de l'aventure de la grossesse dont on a discuté aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup aimé l'analogie que tu as faite au niveau de la préparation à la grossesse, les exercices qu'on peut faire pour le muscle pelvien au marathon, donc une préparation qu'on peut faire au marathon, et également la préparation mentale. Si tu devais, toi, ressortir des key points pour les jeunes parents qui ont écouté cet épisode de podcast et qui sont déjà totalement perdus en se disant « Oh mon Dieu, j'avais plutôt pensé à la chambre, je n'ai pas pensé au muscle pelvien », quels seraient les takeaways que tu leur donnerais? Je dirais vraiment que c'est le meilleur moment pour commencer à penser à son planche pelvien. Donc, autant trouver des outils pour aller faire du renforcement. Donc, aller apprendre comment contracter, relâcher cette musculature-là. Ça peut être sur des exercices de respiration. Puis, vers la fin de la grossesse, on veut plutôt aller chercher l'assouplissement. Fait qu'on dit souvent, on est dans du renforcement, prendre conscience du planche pelvien à partir de 20 semaines, puis à partir de 34, on est plus dans la préparation. Donc, exercice de mobilité du bassin. On pense à des positions techniques de poussée, puis évidemment, on vient assouplir le périnée. Puis pour les gens que ça intéresse, Tel Village, justement, notre objectif, c'était pour vous, en euros, c'est encore plus abordable. C'est vraiment super abordable. Puis c'est des programmes qui sont faits sur plusieurs semaines puis qui accompagnent tout le long de la grossesse. Donc, par exemple, à partir de telle semaine, vous pouvez écouter des vidéos, faire dans le fond, c'est un programme vraiment 100% en ligne. Vous écoutez les vidéos, vous lisez des textes, puis ça vous aide à vous préparer. Donc, tout ce que je viens de vous nommer à un coût très, très, très abordable, vous pouvez vous préparer dans le fond du confort de la maison. Puis, la beauté aussi, c'est que votre partenaire peut faire ça avec vous. Donc, il peut s'informer au fur et à mesure pour bien soutenir dans le fond, la femme enceinte là-dedans. Génial. Je mettrai les liens vers justement aussi ressources que vous proposez dans la clinique sur la description de l'épisode. Comme ça, les futurs papas et mamans pourront aller les consulter. Je te remercie infiniment d'avoir parlé du plancher pelvien. Je m'endormirai nettement moins bête ce soir. Et puis, j'espère que les papas et surtout les futures mamans ont trouvé du contenu très intéressant. Je te remercie beaucoup, Danka. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.